Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute. La première des choses pour s'émanciper, c'est déjà d'avoir des prises de conscience. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Penser que Camille Lacour, Florent Manodou, ils sont arrivés, hop, ça a été facile pour eux. Bah non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, je pourrais pas être champion du monde. Et à partir du moment où ils se sont dit, pourquoi pas moi, leur vie a radicalement changé. On va amener la performance par le bien-être. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir l'individu, plus il y aurait des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Pouvoir répondre à cette question, qui on est, qu'est-ce qu'on veut et quel sens on donne à la vie. À partir du moment où on est davantage dans notre voie, quelle que soit la voie, mais il y a une paix intérieure qui se diffuse. On trouve une forme, je trouve, d'équilibre dans cet inconfort. Et on sait faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être comme ça plutôt que se dire mais et si je change ça, qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux? Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rythme de cette société va tellement vite que cet équilibre, il est de plus en plus instable. Et on va pas se mentir, en continuant comme ça, on va tous se vautrer un jour. L'idée, c'est d'arrêter de se voir comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous insoupçonné. J'en suis la preuve vivante, mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. On peut se surprendre. Donc quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans les précédents épisodes, il y a 2 personnes dont je vous ai beaucoup parlé, et notamment Thomas Samut. Comme pour Laura Di Muzio, la championne de rugby, en lançant le podcast, je rêvais de pouvoir interviewer Thomas. Et grâce à ma belle-sœur, que je remercie de tout cœur, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Thomas. Thomas fait partie de ces personnes qui vous marquent dans une vie, une vraie belle rencontre. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Je vous prépare une petite surprise avec Thomas et d'autres personnes aussi inspirantes, alors abonnez-vous à la newsletter sur le site pourquoipasmoi.co et sur les réseaux sociaux pour être les premiers informés. Et si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Revenons-en à Thomas. Thomas était ce qu'on appelle un cancre. Ses parents n'avaient vraiment plus trop d'espoir pour lui, mais il a gardé sa singularité. Après un premier job dans une usine, il devient entraîneur dans un club de natation. Rapidement, il se forme aux techniques de communication qui lui permettent d'obtenir des résultats incroyables. Thomas deviendra par la suite formateur. Mais là où il va vraiment plonger dans le grand bain, c'est lorsqu'il va devenir le premier préparateur mental salarié en France. Il contribue, depuis plus de 10 ans, à faire du Cercle des nageurs de Marseille l'un des premiers clubs au monde. Il accompagne ceux devenus les plus grands nageurs de leur génération. En parallèle, Thomas fait des conférences et a écrit un livre que je vous recommande bien évidemment. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Samut. Bonjour Thomas. Bonjour Charlotte. Alors pour commencer, la petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de l'objet que tu n'as pas ramené pour une fois, qui te présente s'il te plaît? Alors je l'ai pas ramené parce que c'est quand même une planche de surf. Alors pourquoi la planche de surf? Alors c'est pas pour me la péter, je suis surfeur. C'est parce que pour moi ça symbolise vraiment l'esprit un peu de liberté, d'être dans l'élément liquide, de glisser aussi, de me ressourcer. Dans l'Atlantique et puis partager ce moment entre potes et franchement c'est quelque chose pour moi qui est fondamental pour mon équilibre. Avant qu'on parle de ta vie avec plusieurs étapes, est-ce que tu peux nous raconter qui était le petit Thomas, où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né? Alors je suis né à Nantes. Le petit Thomas, il était comment je pourrais te dire déjà à l'époque sensible. Quand tu dis sensible à beaucoup de choses comme l'injustice, l'intolérance, l'irrespect. Voilà, tout ça, ça me parlait. Alors je savais pas mettre des mots et j'étais plus à l'école
celui qui allait aider un peu ceux qui se faisaient embêter. Voilà, c'était un peu déjà à l'époque ma philosophie de vie en fait. Voilà, se battre un peu contre les plus forts. Et puis t'étais un petit garçon aussi, plus pas de l'école, mais plus de la nature. Ouais, heureusement. Franchement, j'ai rien contre Paris, mais si j'avais grandi à Paris, je pense que j'aurais eu une autre vie, ça c'est évident, mais j'aurais pas kiffé mon enfance comme j'ai kiffé. Moi, j'étais dans une banlieue proche de la nature à Nantes, et je passais, dès que j'avais un peu de temps libre, c'était être dans la nature, toujours avec les copains, toujours la même bande de potes d'ailleurs que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'ai 46 ans et mon meilleur ami Marco, je le connais depuis l'âge de 2 ans. Donc voilà, je suis plutôt fidèle aussi en amitié. Et c'était quand t'étais petit, tu te disais ça sera quoi mon métier plus tard? Alors, déjà j'avais la fibre pour vouloir aider les autres. Et je me souviens un jour, mais je devais avoir moins de 10 ans. Je sais pas pourquoi. J'avais vu une émission où il parlait justement de l'entraide des gens, et j'étais avec mon père dans la voiture, et voilà, j'étais pas déjà à l'école un super élève, et j'avais dit à mon père, j'ai envie d'être anthropologue. J'avais entendu ce mot et je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais je sais qu'il y avait le côté humain, mieux comprendre les hommes. Et sa réaction, je pense que j'aurais eu la même, mais il a rigolé. Et en gros, mais non, laisse tomber. Enfin, qu'est-ce que tu veux, toi? Déjà, passe ton bac, on en reparle. Et voilà, ça m'a fait mal sur le coup, mais c'est pour dire que, ouais, je pense que c'est en moi depuis toujours, ouais, d'accompagner les gens. Et tes parents, ils faisaient quoi, ou ils font peut-être toujours quoi comme métier? Mon père, il était à droite à gauche en France. Il était dans le commercial. Ma mère est décédée il y a plus de 20 ans. Voilà, elle a toujours quasiment été malade, donc elle était vendeuse dans un magasin. D'accord. Donc oui, le modèle anthropologue, ça correspondait pas forcément aux cases familiales. Non, ouais. Carrément pas. Ah non. Ouais. Et t'as des frères et sœurs? J'ai un frère, ouais. Ouais. Petit, grand? Plus âgé. D'accord. Qui était à Paris. Un classique, burn-out. Ok. Ouais. Grosse angoisse. Enfin bref. Non, il a fait 2 burn-out quand même. Et là, il se met à son compte. Il commence à refaire surface, ouais, et à s'éclater dans un changement de métier. Cool. Ouais. Pareil. Ouais. Il a quitté Paris pour Angers maintenant. Non, ça se passe beaucoup mieux pour lui. D'accord. Donc le petit Thomas aimait la nature, mais n'était pas un bon élève. On peut pas dire ça. Non. Alors j'aimais beaucoup apprendre. Ouais. Mais il fallait qu'il y ait une utilité. D'accord. Si c'était apprendre des récitations juste pour recracher, moi ça m'intéressait pas, et je voyais pas de sens à tout ça. Donc en fait, apprendre les choses par cœur, je pense que même aujourd'hui, j'ai toujours pas cette intelligence là, et je pense que j'ai beau travailler dessus, à part bizarrement les paroles de chansons. Mais alors, dès qu'il faut apprendre des choses par cœur, ça m'ennuie profondément. Par contre, petite anecdote. Alors là, tu vas te foutre de moi, mais c'est pas grave. Je passais quand même du temps dans les toilettes, comme tout humain. Voilà. Ou peut-être encore plus comme tout homme. Ouais. C'est vraiment privilégié. Et gamin, il y avait pas Internet et tout ça, et j'avais un dico, non commun, non propre. Et mon jeu, c'était j'arrivais et je prenais une page au hasard. Et je découvrais soit des auteurs, des philosophes ou autres, et ça me renvoyait à d'autres. Et voilà. Et puis à l'époque, je construisais ma culture, ouais, sur le pot des toilettes, mais sur le trône. Ouais. Le trône de la pensée. Mais franchement, ça a attisé ma curiosité ma soif de savoir, et elle est toujours intacte. Hein. Donc c'est bien. T'étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie qu'il fallait canaliser, et donc à 12 ans, ton papa t'a inscrit dans un club de natation. C'est ça. Est-ce que c'était un sport que t'aimais, ou t'as dit mon fils tu vas faire ça? Alors, j'aimais pas forcément nager. Ouais. Parce que franchement, qui aime nager, faire des longueurs sur longueurs, il y a pas beaucoup de personnes, je pense. Maintenant, je commençais à comment dirais-je, à être un peu délinquant. Et l'été, quand on joignait en fait la famille dans le sud, mon père voyait que j'adorais être dans l'eau. Il m'a dit t'adores l'eau, donc tu vas nager.
Et donc il m'a inscrit au club de natation de Nantes. Et là, l'entraîneur, il était marseillais. Et nous, voilà, toute notre famille est à Marseille, donc il y a un lien fort qui s'est instauré entre mon père et cet entraîneur. Et donc cet entraîneur m'a pris sous son aile. Et puis voilà, dès que je venais pas aux entraînements, je me faisais bien engueuler. Donc bon, voilà, par peur, je suis allé nager. Et voilà, ça a été peut-être que le fait majeur qui a sauvé ma vie quand même, le sport. Ouais. Et donc dans la natation, t'as commencé à avoir des médailles. Comment ça s'est passé? Ouais, j'avais un bon potentiel. Après, voilà, le côté un peu, j'aime pas ce terme de rebelle, mais voilà, être sous le joug d'un entraîneur. Après, j'ai eu un autre entraîneur qui était plutôt style militaire et ça marchait pas du tout avec moi. Donc je pense que c'est plus un entraîneur qui pensait à son CV, sa carrière et le nageur ou les nageurs dont il avait la charge, ils s'en fichaient enfin. Et donc voilà, moi ça passait pas. Donc il m'a dit bah écoute, de toute façon t'es licencié en club mais tu t'entraînes à côté. Donc voilà, j'ai commencé très tôt à faire mes propres entraînements et quand il avait besoin de moi en compétition, bah je venais, mais voilà, donc t'as été rapidement un peu un électron libre, même dans le club de natation. Ouais. Bah oui, malgré moi, c'est aussi de ma faute, mais je pouvais pas m'inscrire à me comporter comme un mouton. Encore une fois, il fallait vraiment que je comprenne les choses. Moi, je veux bien faire un 20 x 100, mais qu'on m'explique l'intérêt. Ouais. Au lieu de me dire tais-toi et nage, ça m'insupportait, quoi. Donc déjà qu'on avait ça en classe, apprends par cœur et tais-toi. Je dis non. Et pourquoi on apprend ça? Éclairez-nous, faites-nous avancer sur qui on est, sur se poser vraiment des questions, voilà, qui nous forgent, qui nous fassent progresser sur la vie, sur la perception qu'on a de soi-même. Bref, mais voilà, pour moi c'est ça en fait. L'enfance, c'est pas être cantonné à répondre bêtement oui non aux questions qu'on nous pose, mais c'est tout simplement à grandir. Mais pas forcément de manière linéaire, mais grandir comme on est supposé l'être au fond de nous, quoi. Ouais, bien se connaître. Bien se connaître, ouais. Bien connaître les autres. Bien sûr, pour moi c'est fondamental. C'est ça l'éducation, c'est pouvoir répondre à cette question, qui on est, qu'est-ce qu'on veut et quel sens on donne à la vie. Ouais. Et quel est du coup notre supplément d'âme à nous et notre singularité? Bien sûr, si on nous apprenait ça les 20 premières années, et je pense qu'on est complètement capable d'apprendre tout ça, mais je pense qu'on a une vie qui est radicalement différente de celle qu'on pourra avoir aujourd'hui, et il y aurait entre guillemets moins de crise de la quarantaine, hein. Ouais. Pour moi, la crise de la quarantaine, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, pour moi ça n'existe pas. C'est qu'à un moment donné, toutes ces questions fondamentales, existentielles, nous reviennent à l'esprit, parce que on est en quête de ça. C'est aussi dans notre vie répondre à ces questions. On est dans cette vie justement pour répondre à ces questions. Et si on est dans le déni, si on fuit ces questions, fatalement elles vont revenir à un moment donné, hein. Si on se dit pensez pas à un éléphant rose, à un moment donné, rien que le fait de se dire ça, on pense à l'éléphant rose. Donc ces questions, fatalement, à un moment donné, on va se les poser. Et malheureusement, avec ce système éducatif, on ne se les pose pas. Et donc ça arrive au bout d'un moment, vers 40 ans, où on commence à avoir un peu de bouteille. Et on regarde un peu derrière ça, on se dit est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai choisie? Et puis si tu te poses pas les questions, c'est ton corps qui te rappelle à l'ordre en disant oui, c'est pas la bonne route. Exactement. Ouais. Donc laissons faire les choses. Au contraire, ne soyons pas dans le déni de la réalité. Maintenant, si j'ai un message à donner à l'éducation nationale, mais c'est ouvrez-vous l'esprit. Quand moi j'interviens en entreprise sous forme de conférence, je vois des personnes qui aujourd'hui ne veulent plus de ce système. On est la génération, quand je dis moi j'ai 46 ans, je pense qu'on est la génération tampon, c'est-à-dire qu'on ne souhaite plus avoir la vie de nos parents, de nos grands-parents et encore moins de nos arrière-grands-parents. C'est que aujourd'hui on est à même à se dire non, si je veux plus ça, qu'est-ce que je veux? Ouais. Donc on se trouve à un carrefour, on ne sait pas forcément répondre à cette question. Pardon, la soirée était un peu dure hier soir. Et voilà, on sait pas trop comment répondre à cette question, mais c'est sûr que les générations d'après, elles veulent plus, de l'héritage qu'on lègue. C'est quoi? C'est quoi le sens qu'on donne quand nos enfants nous voient
à bosser 12 heures au moins par jour, à courir après le temps, à jamais être dans l'instant présent, on leur donne quoi aux enfants? À consommer. Bah, bien sûr. Ouais. Ben, à l'arrivée, ouais, bien sûr. C'est ça le message qu'on veut leur passer. Et si on leur donne ce message, eux, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont grandir en se disant, mais il faut consommer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont transmettre ensuite à leurs enfants? Je pense qu'à un moment, il faut regarder aussi, être en capacité de regarder ça. Pas forcément agir, parce que voilà, on va pas opérer un virage en 180 degrés et se retrouver, j'en sais rien, moi, dans le Larzac, à élever des chèvres. Mais même si c'est ça, notre soi, il y a aucun souci. Mais c'est déjà être en phase avec la réalité et se dire bah, c'est quoi ma priorité aujourd'hui, c'est quoi le sens que je donne à tout ça, c'est quoi le sens de travailler 12 heures par jour, encore 12 heures par jour, c'est pas grave, c'est le rythme qui est trop élevé, beaucoup trop élevé, et on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a burn-out sur burn-out. Alors ça devient un mot à la mode, mais en même temps c'est la réalité. Dans mon entourage proche, mais il y a peut-être au moins 70% des personnes qui ont été touchées ou qui sont en phase de l'être. Et je pense que voilà, je suis quelqu'un de lambda en France, et je pense que voilà, ça touche peut-être autant de. Ah bah c'est après d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'avais envie de faire le podcast, parce que je me suis dit en fait je vois des gens dans mon entourage qui sont pas bien. Après moi quand j'ai fait un burn-out, je fais comme tous les gens qui font un burn-out, j'ai fait un bon déni jusqu'à ce que je me prenne le mur et bon forcément on m'a dit on te l'avait dit mais bon tant que tu te l'es pas pris voilà. Mais je me dis finalement ce qui a fait aussi que je me suis dit, il faut que je m'arrête en dehors du fait que j'arrivais plus à bosser, c'est que j'ai entendu des témoignages de gens qui racontaient leur vie en mode, voilà, j'ai fait ça. Mais du coup, je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie de creuser sur comment ça se passe, en fait, quand on réussit, qu'on est heureux dans la vie. Et évidemment que tout n'est pas simple, qu'on apprend en faisant, mais en fait, c'est possible. Et l'idée, c'est de donner de l'espoir et du courage pour écouter sa petite voix, quoi. Ben voilà. Et d'ailleurs, maintenant, tu te sens comment? Eh ben écoute, il y a encore des vagues, si on est honnête, parce que ça fait que 8 mois mais oui, enfin aujourd'hui j'ai retrouvé mon âme rieuse alors que j'étais plus quelqu'un de drôle, alors que c'est ce qui me caractérise quoi. Ben ouais, mais c'est il y a pas de regret, enfin voilà, mais c'est ça qui est important aussi, et même aux auditeurs d'écouter, d'entendre. C'est à partir du moment où on est davantage dans notre voix, quelle que soit la voix, mais il y a une paix intérieure qui se diffuse. C'est comme si on était en adéquation avec nos valeurs, ce qu'on voulait mettre en place dans notre vie, et surtout notre mission de vie et le sens qu'on donne à notre vie. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de te dire comment tu te sentais, même si il y a encore des soubresauts, et c'est normal, il faut être patient. Faut être patient, mais je t'encourage à aller dans ce c'est sympa. Une grande victoire, ce que je disais à mon mari la semaine dernière, c'est que bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas pris de médoc pour dormir et tout, mais bon, je prenais des vrais médocs, donc je prenais des trucs aux plantes et tout. Et je lui disais la semaine dernière, je dis ça fait 1 mois que j'en ai pas pris quoi. Et je fais waouh, c'est canon, c'est des victoires. C'est beaucoup plus facile de mettre ou de garder les œillères et de continuer. Voilà, c'est vrai que c'est enfin quand je dis que c'est plus facile, on est dans un confort malgré tout, parce qu'on le connaît, cet inconfort. C'est marrant, c'est la zone, on dit sortir de sa zone de confort, mais finalement est-ce qu'on est vraiment confortable aujourd'hui si on y réfléchit, enfin quand on n'est pas bien. On trouve une forme, je trouve, d'équilibre dans cet inconfort. Et on sait faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être comme ça plutôt que se dire mais et si je change ça, qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux? Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rythme de cette société va tellement vite que cet équilibre, il est de plus en plus instable. Et on va pas se mentir, en continuant comme ça, on va tous se vautrer un jour. Enfin, quasiment tous, pour pas faire de généralité. Donc, je pense que sans vouloir être pessimiste non plus, mais après, je suis juste un peu réaliste, et je le vois, toi, en entreprise, depuis le temps que j'interviens. Le refrain, il est quasiment le même, pour, je sais pas, on va dire, les 80% des personnes. Mon mari me disait avant que je fasse mon burn-out, il me dit en fait, les terres, on les a exploitées, on était obligé de les mettre en jachère pour qu'elles puissent se reposer, mais en fait, on fait pareil avec les hommes. Voilà, c'est un super résumé. C'est un peu tu l'as bien choisi, ton homme. Ouais, grave. C'est son anniversaire en plus aujourd'hui. C'est petite pensée. Après, donc du coup, tu passes ton bac en candidat libre. Oui, en candidat libre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai été renvoyé de une bonne partie des bahuts publics de Nantes. Donc. Comment tu l'as vécu ça d'ailleurs?
Comment on m'avait jamais posé cette question. Bah plutôt bien. Ouais. Non parce que enfin plutôt bien parce que en fait je restais moi-même et c'est pour ça quand je voyais les autres élèves, alors je me dis pas que j'étais supérieur aux autres, mais qui pour moi subissaient un peu ce système-là, toi, où il y a moi je comprends pas un truc, c'est que quand on va à l'école, normalement on devrait avoir le sourire, on devrait apprendre, et qui allait au bahut avec le sourire, enfin qu'on m'explique qui. C'est marrant parce que mon fils, l'autre jour, je lui dis, il a 8 ans, je lui dis, bon, bah, bonne journée, mon amour, amuse-toi bien. Et là, il y a le directeur de l'école qui était à côté qui fait, non, mais il est là pour apprendre. Ouais, bah, je dis, apprends bien et amuse-toi bien. Mais en fait, c'est pas incompatible. Ça fait la même chose avec ma fille. J'étais mais sur le cul. Elle est encore en maternelle. Ouais. Et l'instit, il dit, non, on est là pour apprendre. Exactement la même chose que pour toi. Mais c'est compatible. Ouais. Et juste ça, mais je me faisais une telle joie d'aller à l'école quand j'étais gamin parce que je me faisais une idée de l'école. Et en fait, j'étais tellement déçu entre la perception que j'en avais et la réalité que finalement me trouver un peu exclu de ce système-là quelque part. Aujourd'hui, je veux dire, ça me rassurait parce que j'étais aujourd'hui à mon âge, je suis content du parcours que j'ai eu, même scolaire. Parce que à aucun moment j'ai baissé la tête et je suis rentré dans le moule. Ouais. Et alors je dis pas que être dans le moule c'est pas bien. Maintenant c'est mon parcours à moi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas été surpris non plus de me retrouver exclu. Et puis voilà, j'ai tenté de passer le bac en tant que candidat libre. Et puis je suis arrivé au rattrapage. Il me manquait pas beaucoup de points pour l'avoir. Et genre 10 en éco et 11 en maths. Et je pense que les examinateurs ont vu mon dossier, ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Et en fait ils me l'ont pas donné pour un point, donc j'ai dû avoir 10 et 10 et voilà, il manquait un point, ils se sont dit bon bah voilà, encore une année ça lui fera du bien pour que sachant que tu avais redoublé déjà oui, plusieurs fois. Oui. Ouais. Bah à l'arrivée, je pense que en terminale on me prenait pour le prof hein. Ouais. Donc voilà, après j'ai tiré ma révérence et c'est grâce à cet échec que j'ai commencé à réfléchir en fait réellement sur moi, parce que est-ce que j'allais encore me prendre la tête contre les murs avec un système que je dénigrais, ou parce que ça aurait pu durer longtemps et ça aurait été, je pense, stérile à la longue, à moyen long terme. Et là je me suis dit comment pourrais-je faire pour mieux m'inscrire dans cette société? Ouais. Parce qu'elle sera de toute façon toujours plus forte que moi. Moi tout seul, évidemment, je ne peux pas changer la société. Donc, comment faire pour mieux vivre à l'intérieur de cette société? Et puis, c'est à ce moment-là où voilà, j'ai eu l'opportunité de devenir entraîneur de natation. Alors, ça s'est pas fait aussi facilement que ça. Et c'est là où voilà, j'ai eu l'occasion, enfin, je dirais, de pouvoir encadrer des jeunes. Quand tu dis que ça s'est pas fait aussi facilement que ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire que sans le bac, sans réflexion, parce qu'on va pas se mentir, à mon époque, quand on passait le bac, il y avait pas beaucoup de filières. Hein. Il y avait soit la filière scientifique, soit je sais pas, être prof, être ingénieur, école de commerce, voilà. Donc en fait, c'est aussi ça qui crée un peu les peurs, parce que je me dis mais mince, je suis pas bon en maths. Le tu français, rentrais pas dans les cases. Mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Ouais. Donc c'est assez flippant. Et du coup, comme il fallait bien manger, ça, c'est bien gentil de dire allez, je me casse, merci, au revoir. Ok, bosse maintenant. Donc tes parents, comment ils t'ont accompagné comment ils ont vécu ça? Comme je pense une fatalité. Ouais. Ils voyaient, enfin, ça s'est pas fait, tu vois, en un claquement de doigts, ça s'est fait quand même en 19 années. Donc il se dit voilà, c'est perdu pour lui. Hein. Je pense que c'était ça. Hein. Et après, voilà, sans qu'ils me le disent, mais j'ai assumé mes choix.
Donc je me suis retrouvé dans une usine à être manutentionnaire et mettre du vin en bouteille 7 heures par jour. Donc je prenais trois goulots de bouteilles dans chaque main, je les mettais sur un tapis roulant. Pour quelqu'un qui aimait bien la nature. Bah ouais, et en même temps, ça a été, je pense, un passage nécessaire, mais plus que nécessaire. C'était en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais comme c'était un geste répétitif, c'était vachement méditatif. Mm-hmm. Et sans m'en rendre compte, j'étais en introspection. Et ça m'a permis aussi de réfléchir sur moi, parce que en fait, quand on passe le bac, souvent, on enchaîne directement sur une école, aller à la fac, et puis c'est reparti. Donc dans d'autres études, et encore une fois, on passe aussi à côté de soi. C'est que est-ce que les études on les a choisies? Souvent non, on va pas se mentir. C'est par défaut, ou alors sauf pour certaines personnes pour qui c'est une vocation, donc c'est facile. Hein. Mais la grande majorité, je pense que on est bien content déjà de faire une formation. Ça va nous occuper 4 années, donc on peut souffler. Et après ces 4 années, on enchaîne sur un métier, et puis voilà. Donc c'est aussi ça qui m'a enrichi, c'est qu'à 19 ans, j'ai eu cette opportunité, malgré moi ou j'en sais rien, mais de me poser des questions qui m'ont fait vachement de bien. Et par rapport à cette réflexion, j'ai commencé à lire tout ce qui était philosophie grecque. Je me suis vraiment instruit. Ouais. Et ça m'a forgé aussi. Ça m'a confirmé dans le sens de là où je voulais aller. Ouais. Et c'était où alors? C'était justement dans l'éducation, en fait. Mais l'éducation pas nationale, l'éducation sans Ouais, sport. non, ça c'est... L'éducation nationale... Ça serait pas trop cohérent. Non. Moi, j'aurais bien aimé. Hein. Ouais. Je pense que c'est plus l'éducation nationale qui m'aurait... Non, ouais. Toi, tu restes devant, tu t'entres pas. Ouais. Et voilà, c'était l'éducation dans le sens noble du terme. C'était, on a en face de nous des jeunes, quand j'étais entraîneur, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, et ça c'était génial, c'était comme si le ciel me récompensait en fait, et j'ai eu cette opportunité. Comment ça s'est passé d'ailleurs du coup cette opportunité? Comment t'es passé de ton usine à l'opportunité d'être entraîneur? Là j'avais quand même le niveau bac, ouais. Donc j'ai pu faire des formations dans le domaine du sport. D'accord. Au CREPS, donc j'ai obtenu des brevets d'État qui m'ont conféré le droit en fait d'être entraîneur. Ok. Et voilà. Donc que t'as fait pendant que t'étais à l'usine ou non. Que t'as arrêté du coup? J'ai arrêté l'usine. Ok. J'ai dû faire 6 mois en tout. Et après voilà, j'ai commencé à faire des formations dans le sport. Et puis voilà, en fait moi ce qui m'intéressait c'est le diplôme, parce que même les formations dans le sport là, c'était Et là, tu savais pourquoi tu le faisais, donc. Voilà, exactement. Ouais, et ça a tout changé. Et enfin, voilà, j'ai eu un club m'a fait confiance. Je ne remercierai jamais assez, parce que je sais même pas pourquoi ils m'ont choisi. Tu sais pas? Il faudrait que je repose la question. Pourquoi moi? Parce que franchement, en plus j'arrive le jour de l'entretien d'embauche, j'avais oublié mon CV, je suis arrivé à l'arrache, et bon, bref, je sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Et en fait, j'étais le seul éducateur pour le club, donc c'était cool parce que je pouvais faire tout ce que je voulais, expérimenter en fait des formes de pédagogie, et je me suis franchement éclaté. Et d'ailleurs, c'était à Lorient. Et j'ai commencé en 97, je crois. Et plus de 20 ans après, je suis toujours proche de parents de nageurs. Génial. Et de nageurs. Du coup, t'as fait Nantes et Lorient? J'ai commencé en fait le métier d'entraîneur à Lorient. J'ai été recruté par le club de Nantes en étant entraîneur. J'ai co-entraîné avec un autre entraîneur, et on a amené des nageurs aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Et puis en fait, déjà à l'époque, j'avais expérimenté en fait des pédagogies un peu différentes. Ouais. Alors, je te cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui me prenaient au sérieux. Quand tu dis tu penses à quoi comme formation un peu différente? En fait,
À l'époque, j'avais commencé à me former à la PNL. Ok. Parce que j'avais vu que tu avais été formé à la PNL, parce que c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, alors même les gens qui disent que maintenant c'est has-been. Enfin, Oui. il y a un peu tout Ouais. sur ces sujets-là. Mais il y a 20 ans, c'était pas du tout un Ah truc. non, c'était pas du tout connu. Comment tu t'es dit, tiens, je vais me former à la PNL? Par l'intermédiaire d'un ami qui m'en avait parlé. Et ça avait attisé ma curiosité. Mais c'était plus une curiosité, en fait, de me dire, j'ai déjà des bons résultats avec les nageurs. Ça va confirmer le fait que je suis un bon communicant. Alors je l'ai fait. Et je suis arrivé là avec un peu de prétention quand même, une humilité un peu mal placée. Et les 2 premiers jours, j'ai rien compris. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le 3e jour, je crois que j'ai pris une grosse baffe dans ma gueule. Je dis mais je suis une quiche en communication. Et là, j'ai compris qu'en fait, parler et communiquer, c'était 2 choses radicalement différentes. Et là, je dis ok, tu vas te taire, tu vas être humble et tu vas reprendre les bases de A jusqu'à Z. Et voilà, j'ai mis un pied à l'étrier dans le domaine de la com, enfin la vraie communication. Et ça m'a tellement interpellé plus que voilà, j'ai suivi le cursus jusqu'au master en PNL. Après, je me suis formé à la communication non violente, la systémique, enfin pas mal d'autres formations. Enfin au fil de mon parcours. En parallèle du job d'entraîneur. Ouais, complètement. Et voilà, ça a été facilitateur, c'est ça, de plein de choses. Quand je voyais en face de moi des nageurs qui avaient des freins, mais je les déverrouillais assez facilement. Non pas que je sois Superman, mais j'avais les bons outils, c'est tout simplement ça. Et ça a été génial. Donc voilà, il y a 2 organismes de formation qui sont intéressés à mon profil parce qu'ils voyaient en fait d'un bon œil la manière dont j'amenais les sportifs au plus haut niveau. Comment d'ailleurs les sportifs ils l'ont vécu parce que bon, il y en a que j'imagine que tu as suivi, tu n'avais pas encore fait les formations. Est-ce qu'ils t'ont dit est-ce qu'ils t'ont fait un feedback eux? Non. Enfin, quand je dis non, parce que je pense que t'en avais peut-être pas parlé d'ailleurs. Ouais, en fait, j'ai commencé véritablement à me former après mon premier club. D'accord. Donc, quand je suis arrivé à Nantes. Et déjà, ma pédagogie avait énormément évolué. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis toujours proche avec pas mal de... d'ailleurs, ma belle-sœur qui nous a mis en relation, qui me parle, enfin, qui m'a parlé de toi quand t'as sorti ton livre. Elle m'a dit, mais Thomas, il est extraordinaire et c'était, Marion, elle a 31 ans, donc. Je l'ai connue, elle avait. Ça date d'un petit peu. Elle avait 14 ans peut-être. Ouais. Mais je trouve ça génial parce que aujourd'hui les sportifs que j'ai encadrés il y a 20 ans, maintenant ils se marient, il y en a qui ont 35, moi j'en ai 10 de plus. Ouais. Donc voilà, j'assiste à leur évolution, je suis invité au mariage, on se voit toujours, j'ai même été coloc avec des anciens nageurs, enfin bref. Et aujourd'hui, voilà, même du côté de Lorient, enfin à Guidel sur la côte où j'habite, voilà, il y a des anciens nageurs avec qui je surfe avec qui je suis hyper proche. Enfin bref, c'est une belle aventure humaine. Ouais, carrément. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc tu disais, donc on t'a repéré parce que tu commençais à emmener des gens, des nageurs assez hauts, avec une approche complètement différente de tous les autres. Et donc c'est le cercle des nageurs de Marseille qui t'a contacté en premier. Alors avant, c'est que j'ai délaissé en fait le monde du sport en France parce que le sport en France tel qu'il est pratiqué m'inspirait guère. Enfin, dès qu'on veut mettre en place des projets un peu novateurs, on a plus des bâtons dans les roues que des encouragements. Donc ça m'a saoulé. Et puis voilà, comme il y avait le monde de l'entreprise qui me tendait les bras dans le métier de formateur et que je voulais aussi expérimenter, savoir si ça allait me plaire. Donc j'ai rangé mon maillot de bain, pardon, et j'ai mis le costard. Chose, je m'étais interdit de le faire. Et voilà, j'ai porté le costard, je suis allé dans le monde de l'entreprise, mais si j'ai mis le costard, c'est pour continuer à apprendre sur moi. C'était pas pour me dire voilà, maintenant je suis arrivé à être quelqu'un de bien parce que j'ai un costard, c'était pas du tout ça. Et j'ai exercé ce métier pendant 10 ans, pendant que j'étais formateur en entreprise. Sur quelle thématique? Sur développer le leadership, sur la communication managériale, sur malheureusement beaucoup de gestion de conflits. Et puis aussi tout ce qui est gestion du stress, des émotions, développer la confiance en soi. Donc voilà, un panel assez large d'interventions. Et puis en fait,
J'avais formé un entraîneur qui s'est retrouvé au Cercle des nageurs de Marseille. Et le Cercle des nageurs de Marseille aussi avait recruté un de mes anciens nageurs. Donc j'avais toujours gardé contact avec cet entraîneur et ce nageur. Et puis de fil en aiguille, ils nous ont parlé de moi au manager général, hein, Romain Barnier. Et puis on s'est rencontrés. Et puis on a vachement sympathisé. Puis à un moment donné, il me dit mais pourquoi tu ne deviendrais pas le préparateur mental du groupe? Parce que lui, il a évolué aux États-Unis en tant que nageur. Ouais. Et évidemment aux États-Unis, ils étaient en avance sur nous. Hein. Il y avait déjà un préparateur mental. Toi, tu connaissais ce métier? Honnêtement, non. Enfin, je savais globalement que ça pouvait exister, en tout cas à l'étranger. Mais en France... tu t'étais jamais rêvé de non, dire non, un jour pas. je serai... Ah non, parce que le sport, vraiment, franchement, m'avait un peu dégoûté en France. Et puis en fait, en sympathisant avec Romain Barnier, le manager général du Cercle des nageurs de Marseille, on est amené à développer ensemble la manière dont on voulait moderniser la natation française. Et là, ça a été génial parce qu'en fait, enfin, on pouvait avoir un projet hyper ambitieux avec un peu de moyens. Alors très léger, on est en France, mais on pouvait expérimenter toutes nos idées. Et on a eu l'idée, en fait, et ça c'était unique dans le monde, de se dire, c'est peut-être qu'aujourd'hui ça peut paraître un peu neuneux parce que voilà, ça fait quasiment un peu moins de 15 ans, mais de se dire que on va amener la performance par le bien-être. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser aux athlètes, enfin à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir l'individu, par exemple un Camille Lacour, un Florent Manodou, plus il y aurait des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Donc c'est ça en fait l'idée qui a été novatrice, c'est qu'on s'est pas intéressé juste aux sportifs, à la masse musculaire comme quasiment tous les autres clubs de tous les autres sports font. Donc en fait on a mis en place des démarches qui étaient uniques au monde, voilà, et on s'est éclaté à faire ça parce que pour moi il y a rien de plus jouissif que de pouvoir expérimenter quelque chose qui nous appelle au fond de nous. Et alors je te cache pas qu'au début tous les autres clubs se foutaient de nous en disant mais qu'est-ce que le bien-être va bien faire dans le sport. Et les joueurs d'ailleurs comme eux, comment ils super bien. Ouais. Super bien, ils ont tout de suite adhéré et sentir qu'on crée quelque chose de différent à partir du moment où vraiment on est animé par ça, mais ça renforce Il y en a aucun qui s'est dit non mais vous êtes gentil, moi je suis là pour nager, je suis pas là pour réfléchir à qui je suis. En fait, on faisait aussi le recrutement par rapport à ça. D'accord. Et on n'a pas sollicité certains nageurs qu'on aurait pu, parce qu'on s'était dit ça irait pas. Il fallait qu'il y ait une sorte d'osmose aussi avec les nageurs. Donc voilà, on avait créé une équipe qui était pas du tout connue, hormis Frédéric Bousquet. Et voilà, en plus de 10 ans, on a gagné, 150 médailles internationales avec 20 athlètes différents. Voilà, enfin, on est devenu le club numéro 1 mondial. Et puis, en fait, cette façon de faire, évidemment, c'est un peu mon leitmotiv quand je fais des conférences en entreprise. Et voilà, et de plus en plus, il y a des entreprises qui sont intéressées à des nouvelles façons d'aborder la compétition, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, l'entreprise c'est le milieu de la compétition. Et on peut aborder la souvent compétition en interne d'ailleurs. Enfin d'ailleurs moi c'est souvent ça. Ce que je disais à mes boss, je dis en fait le truc c'est que le problème là c'est qu'on n'est pas en train de déployer l'énergie pour être contre nos concurrents, c'est de l'énergie les uns en un, enfin c'est en interne la guerre là. Et là mais en fait on doit pas être en guerre et deux mettons notre énergie pour faire des belles choses et même pas forcément pour être contre nos concurrents, juste pour faire un truc grand, beau et qui va servir les intérêts de nos clients quoi. Le souci c'est que on nous apprend dès le plus jeune âge indirectement, insidieusement même, à se battre contre quelqu'un. À partir du moment où il y a l'apparition des notes, forcément, inconscient, on n'a pas le choix que de se comparer. Inconsciemment comme ou pas. Tu disais dans ton livre, quand j'ai lu ça, j'ai eu un flash ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs on te rend les copies par ordre décroissant de notes. Oui, c'est vrai. Et t'es là, voilà, quand t'es pas un très très bon élève, à chaque fois tu te prends un petit coup dans la tête, ouais. Allez, joyeux Noël. J'espère que ça se fait plus, ça. Je sais pas. Mais en tout cas, que à mon avis, moi je vois, mes enfants sont dans le public et il y a pas de notes, c'est des A, des B, des C, compagnie ou des atteints, non atteints. Mais je vois mes nièces qui sont dans c'est pareil.
Ouais, mais par rapport au, tu vois, je vois ma nièce qui est dans le privé. Elle a le même âge que mon fils, donc 8 ans. Elle a des notes 16, 18, machin. T'as la moyenne générale. Enfin, c'est vraiment, t'as la colonne. Ça va pas changer, ouais, bah non, t'as la colonne, moyenne la plus basse, moyenne la plus haute, moyenne, de l'enfant et la moyenne, moyenne de la classe. Ouais. Et là, tu dis, ouais, non, en fait, moi, c'est ce que j'avais, il y a quelques années. Ouais. Et tu dis, non, ça n'a pas changé, en fait. Bon, après, en discutant avec certains profs, instit, je pense que les choses quand même évoluent à notre rythme en France, lentement, très lentement. Mais je pense que il y a quand même de plus en plus de choses, sur le fait de. Alors bon, l'approche Montessori, on aime, on n'aime pas, mais je sais que dans beaucoup d'écoles, ils appliquent des petits éléments, en tout cas dans le public, pour faire, pour qu'il y ait un sens. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté de maintenant de profs, d'instit. Maintenant, pour moi, j'ai toujours dit que le problème, c'était pas du tout les instits ni les profs, c'est le système. Ouais. Et que même si on est blindé de bonnes intentions, il y a un moment où on peut se faire écraser par ce système-là, qui empêche quand même les instits ou les profs de penser différemment. Et puis les initiatives aussi. Et les initiatives. Et c'est pas rare. Enfin, moi, j'ai un proche aussi qui a démissionné de l'éducation nationale, alors que pour y entrer, c'est pas donné à tout le monde. Mais il dit, mais non, ça va plus avec mes valeurs. On est dans l'animation aujourd'hui. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, c'est plus le système, moi, qui me dérange plutôt que les acteurs de ce système. Ça, c'est clair. Et il y a un truc fort que tu disais aussi dans le livre. Il y a beaucoup de choses fortes. Ah ouais, non, il y a beaucoup de choses fortes. Enfin, j'en parle souvent dans le podcast parce que, moi, ça a été vraiment un révélateur l'été dernier quand j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et où tu disais, là déjà, en fait, en effet, faut être heureux, tous les jours. Mais bon, ça, c'est une philosophie de vie. Mais surtout que aujourd'hui, on est heureux que dans l'atteinte de l'objectif et pas dans le cheminement pour y arriver. Et c'est vrai qu'en effet, quand t'as compris ça, quand tu prends un peu de recul et un peu de hauteur et que tu te dis, bah oui, mais en fait, c'est ça ma vie aujourd'hui, ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Et ce que tu disais, c'est que finalement, un champion, s'il n'est heureux que quand il gagne une médaille, il y a pas beaucoup de sportifs heureux. C'est clair. Mais alors, tu l'as vraiment lu, ce livre? Ouais, et puis je l'ai relu, tout ce que j'avais surligné sur mon Kindle hier quand tu m'as appelé hier en me disant, je suis à Paris, on en profite. Et ce que je te disais ce matin, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que, il y a plein de trucs que j'avais surlignés dans le Kindle, donc l'été dernier. Et que j'avais pas absorbé parce qu'en fait, je pense que l'été dernier, j'étais pas capable encore d'absorber tout ça. Ouais. C'est un livre évolutif, alors on va l'appeler comme ça. Mais je te rejoins. Bon, évidemment, c'est moi qui l'écris. Non mais tu me rassures, c'est pas quelqu'un d'autre. Et franchement, moi j'aimerais bien et d'ailleurs je pose la question dans les conférences quand je pose la question, mais qui souhaite dès l'âge de 5 ans à entrer en rivalité les uns les autres? Qui, dès l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, a envie, en fait, qu'on lui parle résultat, tout le temps résultat, parce qu'on va pas se mentir, une note, c'est un résultat. Passe ton bac d'abord, il faut que tu aies maintenant bac plus 5, il faut que tu ailles bien, c'est que du résultat. Quel est ton objectif? Voilà. Ok, tu vas à l'école, c'est quoi ton objectif? Exactement. Donc, on parle indirectement que de résultats. Et de classement, parce que pour atteindre son résultat, il faut aussi battre les autres. Donc très rapidement, l'autre, le petit camarade avec qui on tape dans la balle à la cour de récré, ça devient un adversaire malgré soi à l'école. Donc en fait, on nous ancre ce message-là, et je pense que c'est ça. C'est plus une maladresse du système, mais on nous ancre le fait que mon prochain, en gros, c'est pas un allié, c'est un adversaire. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que on nous apprend pas à travailler en équipe au collège, lycée, université. C'est travailler en équipe, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas réellement un travail d'équipe. Et puis, dès le premier jour en entreprise, on dit, les petits loulous, il faut travailler en équipe. Et déjà, c'est un non-sens complet. On est déjà sur la défensive. On dit quoi? Il faut que je travaille avec mes adversaires. Comment voulez-vous qu'en entreprise, ça se passe naturellement bien? Donc on est sur la défensive, on est sur le qui-vive et voilà. Et le constat, il est clair, c'est 80% du temps en entreprise, les relations interpersonnelles sont basées sur des opinions. Donc on essaie de convaincre l'autre et l'autre en face, essaie de nous convaincre. Donc on s'écoute pas. Enfin on n'écoute pas. On s'écoute que nous-mêmes d'ailleurs, c'est ça. On s'écoute nous-mêmes et encore, mais pour contrecarrer ce que va nous dire l'autre. Bon.
80% du temps, c'est où on se usant. sent pas légitime de parler. Ouais. Ben en plus, ouais, il y a ça aussi qui se rajoute dans ce système éducatif français que j'égratine, mais c'est pas pour les gratiner gratuitement, c'est pour qu'il y ait des prises de conscience, même nous en tant que parents, par rapport à nos enfants. C'est qu'en France, on a tendance à voir tout de suite ce qui ne va pas d'une situation ou chez une personne, mais il faut arrêter ce conditionnement. Parce que ouais, tout petit, quand on a un 15, on va dire mince, en gros, c'est con, si près du but quoi, si près du ou qu'est-ce qui te manque pour avoir 20 enfin, mais pourquoi on pose pas la question? Mais c'est bien, comment t'as fait pour avoir 15? Ouais. Et enfin bref, ça change toute la dynamique. Mais même si on a un 10, si on a un 12, on va dire la phrase magique, c'est bien mais peut mieux faire. Et à un moment donné, ça renvoie une image de nous qui ne peut pas forcément être positive naturellement, parce que on nous montre plus sous nos yeux nos manquements, enfin nos prétendus manquements, et tout ce qui manque pour être bien, donc quelqu'un de bien. Donc à un moment donné, comme enfant, on sait pas faire la différence entre notre comportement de qui on est, si on a une note, quelle que soit, en fait, en fonction de la note, on va s'estimer. Donc si j'ai un 15, ça va être globalement bien, mais bon, ça reste il va te 15. dire il a une mauvaise note, je suis nul. Non, t'es pas nul, c'est. Mais à partir de quoi, je sais pas, peut-être 14, on dit que c'est bien. Et encore, ceux qui ont eu 14, il y en a plein qui ont 14. Je sais pas s'ils se mettent 8 sur 10 sur l'échelle de l'estime de soi. Ouais. Et ça, c'est aussi, moi je m'amuse malheureusement à demander aux gens, mais comment ils s'estiment. Et en général, et c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est du genre 6,5 sur 10. Mais même quelles que soient les notes. Donc c'est même pour dire que quand on a eu, je sais pas moi, des 15, des 16 toute l'année, ça veut pas dire que forcément on va s'estimer à 15 sur 20 sur cette échelle. C'est tellement ancré depuis tout petit, quand on nous montre du doigt, encore une fois, nos défauts, enfin nos défauts en fait, nos prétendus défauts, parce que défauts qualité, il y a des fois où c'est assez ténu la différence, et voilà, et ça reste ancré, marqué en soi. C'est quelque chose de et puis ce que tu disais aussi, c'est qu'en fait on nous fait travailler uniquement sur ce sur quoi on n'est pas bon. Complètement. Bah oui, comme c'est anormal en fait d'avoir un défaut, il faut le corriger, il faut le gommer. Et c'est complètement hallucinant. Même curiosité, c'est un vilain ou un bon défaut, enfin un vilain défaut ou pas. Mais si on n'est pas curieux, ou la gourmandise, ou même le fait d'être égoïste, on nous dit que c'est pas bien. C'est la base du fonctionnement pour s'occuper de soi. Puis si t'es pas heureux toi, ton entourage sera pas heureux. Bien sûr, mais on fait plein d'amalgames entre le fait d'être égocentrique, c'est des choses radicalement différentes. Mais on développe pas ça, on développe pas en fait, on développe mal l'estime de soi. Et moi, le constat que j'ai, ça fait quasiment plus de 20 ans que je suis dans l'accompagnement de personnes, et j'ai vu tout type de personnes, soit des sportifs amateurs, des champions olympiques, et dans le monde de l'entreprise, de tout, des ados, enfin bref. Mais il y a environ au moins 85% de la population, en tout cas de ceux que j'ai vus, qui sont représentatifs de la population française, qui manquent d'estime d'elle. Enfin 85%. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce constat? On va continuer comme ça? Ou à un moment donné, on va se poser les bonnes questions? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce constat? Pensez que Camille Lacour, Florent Manodou, ils sont arrivés, hop, ça a été facile pour eux. Non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, je pourrais pas être champion du monde. C'est ça le système français. C'est ça. Ouais, pourquoi moi voilà. Au lieu de pourquoi pas moi, c'est plutôt pourquoi voilà. moi. Exactement. Et à partir du moment où ils se sont dit pourquoi pas moi, leur vie a radicalement changé. Il fallait juste un peu les aiguiller, ouvrir un peu leur conscience sur qui qu'ils sont réellement, et parce qu'en fait, en gros, depuis qu'on est né, c'est comme si on voulait nous mettre dans un moule. Enfin, la phrase classique bateau. Mais ce moule, il correspond à qui? Qu'on me dise. Est-ce que toi, Charlotte, as rencontré une personne qui épousait totalement les formes de ce moule-là? Ouais, d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que tu vois, cet été, je me suis dit, après cet été où je commençais à aller mieux et tout, je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences pour savoir ce que je veux faire, parce que je sais que je savais que je ne voulais plus faire la même chose qu'avant. Et donc, j'ai rencontré des coachs, j'ai discuté avec plein de gens et tout, et en fait, ils m'ont dit, mais le problème du bilan de compétences, c'est qu'on vous met dans des cases.
Et par définition, en plus moi je suis un peu créatif, je suis un peu plein de trucs et je m'imagine pas faire juste un métier. Donc et d'ailleurs un médecin me dit mais pourquoi vous voulez faire plein de métiers, pourquoi vous pouvez pas mettre votre énergie juste sur un truc? Je dis mais moi j'ai besoin de faire plein de trucs, donc c'est pas ça qui me correspond. Et encore une fois, on veut te mettre dans des cases, même pour t'aider à te reconstruire. Mais Bien en sûr, fait, du coup finalement j'ai pas fait de bilan de compétences. Je bosse avec une coach qui me fait un bien de dingue. Alors c'est pas pris en charge par le Pôle emploi ou quoi que ce soit, parce que ça ne correspond pas aux cases. Voilà. C'est ça. Mais bon, il y a un moment, il faut se dire qu'est-ce que j'ai besoin de pour grandir et c'est justement pas de dire voilà, OK, t'es bonne en communication, t'es bonne en machin, donc ton métier ça devait être responsable com. Non, parce qu'en fait, j'ai déjà fait et c'est plus ça ce que je veux faire en fait. mais c'est ça. Et c'est se poser la question, OK, je sais ce que je veux plus faire, mais qu'est-ce que je veux faire? C'est ça la question qui est troublante. Quel est mon supplément d'âme voilà. Et qu'est-ce qui fait que je suis différente des Exactement. autres et parce qu'on nous apprend pas justement à identifier ce dont on a besoin pour grandir, pour évoluer, grandir. Et ça serait si simple. Ouais. Ça serait quoi ton conseil d'ailleurs si quelqu'un nous écoute en se disant oui mais moi parce que justement souvent sur Instagram je dis et vous qu'est-ce qu'elle vous raconte votre petite voix et il y a souvent des personnes qui me disent mais j'aimerais tellement savoir en fait je sais que je suis pas dans ma voix mais là du coup on passe du parle de voix IE et voix IX. Alors les conseils, moi je suis pas un pro pour donner les conseils. Maintenant je fais une partie de mon travail, ça consiste à équilibrer, c'est ce que tu es en train de faire, à trouver en fait un équilibre intérieur. Et pour trouver l'équilibre intérieur, c'est de se repositionner entre sa partie enfant et sa partie adulte. La partie adulte, on va dire, c'est la rigueur. La partie enfant, on va dire que c'est le plaisir, le plaisir. Et souvent dans notre société, on oublie un peu la partie enfant parce que le plaisir, ça va jusqu'à, 10 ans, mais après, j'exagère un peu, 15 ans, puis après, on dit maintenant ça devient sérieux. C'est exactement ça. Il faut arrêter de s'amuser, comme si on pouvait pas apprendre en s'amusant. Enfin bref. Et voilà, et on oublie un peu, on la met en veilleuse en fait cette partie enfant, et je pense que notre partie enfant, elle sait tout à fait ce qui est bon pour nous. Ou je pense que si on arrive à faire cohabiter la partie enfant, si la partie adulte arrive à communiquer avec la partie enfant, mais juste en posant une question, en lui disant tiens, la partie enfant, si tu avais eu l'opportunité de faire ce que tu voulais vraiment faire au fond de toi en étant enfant, ça aurait été quoi? Et là il y a plein de réponses. Toi, ce que tu es en train de faire, c'est l'enfant qui sommeille en toi, il savait très bien, c'est ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Moi, le fait, et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, depuis tout petit je voulais être dans l'accompagnement. Ma compagne, tout petit, elle voulait expérimenter en fait sa partie créatrice, artistique. Elle l'a jamais fait. Et pareil, burn-out, le truc classique. Et là, elle est en train de s'éclater parce que justement, elle met ça en place. C'est juste ça en fait. C'est ne plus être en dissonance en fait entre être aligné avec son âme. Exactement. Et l'adulte, c'est ni plus ni moins qu'un enfant qui a grandi. Donc, c'est se rapprocher le plus possible de sa partie, que l'adulte se rapproche le plus possible de sa partie enfant et qu'il puisse le prendre dans ses bras surtout et d'évoluer ensemble. C'est pas l'un contre l'autre parce que là, on serait en conflit interne. C'est ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec notamment tous les sportifs de haut niveau. C'est juste ça. Et je repense à Florent Manoudou. Je parle de lui parce que c'est le plus connu. Et quand il est arrivé chez nous en 2011, il avait 19 ans. 19 ans, élevé évidemment au système scolaire qu'on connaît. Donc très peu de connaissances de lui. Potentiellement la pression d'avoir sa grande sœur. En plus, ça se rajoute. Ouais. Très peu de connaissances de lui, donc fatalement, un manque de confiance en lui. À l'époque, c'était déjà le plus grand au niveau de la taille que ses adversaires. Et comme il se voyait plus petit que ses adversaires, en compétition, il arrivait après ses adversaires. Mais il avait déjà ce potentiel-là en lui. Et une fois qu'il a compris en fait que ce qu'il fallait, c'était sublimer sa personnalité. C'est ça en fait l'intérêt, c'est sortir de ce putain de ce putain de cadre qui ne correspond à personne, mais personne. On veut nous faire entrer dans un cadre qui ne correspond à personne. C'est un idéal, un fantasme.
Mais comme tout fantasme, c'est irréalisable. On n'est pas dans un rêve. Le rêve, ça peut être atteignable. On est dans l'utopie de vouloir incarner ce cadre. Et à partir du moment où par exemple les sportifs comme Florent Manodou a compris ça, mais c'est vrai qu'il a transcendé sa personnalité. C'est quelqu'un d'introverti, mais transcende ton côté introverti. Il s'est détaché de plus en plus du poids du regard des autres. Voilà, il s'est vu tel quel, il a assumé. Et ça l'a boosté. Et puis bon voilà, aujourd'hui on connaît son parcours, mais par exemple un Camille Lacour que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs on était ensemble hier soir. Ouais, c'est grâce à lui que tu as la voix qui gratte. Merci Camille. Et un autre nageur, William Ménard. Et voilà, il a commencé à être performant sur la planète natation au niveau international à 25 ans. Ouais, ce qui est hyper tard. Ce qui est hyper tard pour un sportif de haut niveau. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 25 ans, le jour de ses 25 ans, il s'est révélé, il y a eu un truc qui a poussé en lui. Ah, bah c'est bon, maintenant j'ai des muscles, j'ai du talent. Mais non, il avait bien sûr ça en lui depuis des années. Et je pense que même sans privilégier le système américain, je prône pas du tout la valeur du système américain, mais je pense qu'un Camille Lacour aux États-Unis, il aurait déjà été champion du monde à peut-être 18 ou 19 ans. Enfin, il faut pas se leurrer. Donc voilà. Je crois que c'est Florent Manodou. Tu racontais dans le livre que il avait une façon de nager le crawl, je crois, qui était pas du tout standard par rapport à la façon dont on nageait le crawl. Et donc tu disais, bah de toute façon, je peux pas y arriver comme ça. Et finalement, c'est devenu la norme maintenant de nager le crawl comme ça. Tout est stéréotypé en France. Tout. L'entreprise, il faut nager de cette façon. Calquer des modèles. Enfin, on calque. On ne crée pas. On calque des modèles qui sont déjà existants. Mais comment voulons-vous nous différencier des autres? Créer. C'est nous quand on a commencé à monter le projet à Marseille, on s'est dit mais si on copie les autres, au mieux on sera à leur niveau, mais on va pas les battre. Nous ce qu'on voulait c'était les battre par rapport à notre volonté de faire différemment. Alors c'était pas forcément les battre, mais c'était dire jusqu'où on peut aller. Et je pense qu'on peut aller très loin comme ça. Donc oui, c'est passé par justement changer, oser faire des choses, tenter. Et si ça marche pas, so what? Bon, de toute façon, les autres auraient continué à se foutre de nous. Bon, mais juste un aparté, ça fait 10 ans qu'on règne un peu sur la natation française, en tout cas mondiale aussi. Il y a aucun club en France qui s'est inspiré de nous, on va pas se mentir. Donc de toute façon, ça changera pas. C'est ça un peu jusqu'où on peut être des fois bête en France, c'est que pourquoi on s'inspire pas de quelque chose qui fonctionne, qui là, ça me fait penser à la Sécu en Alsace qui est rentable. Et tu te dis pourquoi on regarde pas où ça marche quoi. Exactement, exactement. Et s'inspirer parce que et donc voilà, on a mis en place des nouvelles stratégies même pour Camille Lacour. On a changé radicalement la technique et ce sont les autres nations, clubs qui sont étrangers bien sûr, qui nous ont copiés. Voilà. Et je pense que ce que tu disais par rapport à la créativité, je pense que souvent on te dit mais ça n'existe pas. Enfin moi je me rappelle, moi j'ai toujours aimé faire du marketing de façon différente et c'est ce que un jour j'ai lu un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Seth Godin, qui est un grand pape du marketing aux US et il a écrit un livre qui s'appelle La vache pourpre. Et en fait le pitch du livre c'est de dire il était en France, il se baladait en bagnole, il était en Bourgogne, puis il voit un champ, deux champs, c'est hyper joli, les petits murs, les vaches et tout. Enfin c'est hyper bucolique, il trouve ça hyper beau. Et puis il en fait 10 des villages comme ça et puis il se dit mais en fait c'est beau mais si on mettait une vache pourpre au milieu, ça serait remarquable. Oui. Ouais, et en fait, il disait voilà, l'idée c'est de faire le marketing remarquable, ça peut s'appliquer à plein de façons de faire, c'est le moyen de vendre, la tarification, enfin bref, il y a plein de choses. Et moi, j'ai toujours voulu faire des trucs différents parce que ça m'embêtait en fait de faire des trucs et puis je pensais fondamentalement que ça permettait aussi comme j'ai toujours bossé dans des petites boîtes, d'être différent, de se dire t'as un budget 10 000, ton concurrent il a 1 million pour le même truc, comment tu fais pour être créatif? Et souvent on me dit mais Charlotte, ça se fait pas ça. Je dis mais on s'en fout, on s'en fout, testons et puis au final on va faire des trucs cool et puis allons-y quoi. Mais on est très ça se fait pas et puis c'est ça se fait pas. Ouais, et je veux dire rien de grand n'a été créé. Si tu dis toujours que ça doit correspondre au code. Mais justement, mais il y a un moment aussi, c'est pour ça que ton podcast est vachement bien et que j'ai aussi accepté, c'est qui est-ce qui fait avancer le monde? Est-ce que ce sont les idées qu'on répète à l'infini ou les idées novatrices? Mais ce sont les idées nouvelles.
Donc, mais pourquoi on n'aurait pas nous cette possibilité d'avoir d'oser développer des idées nouvelles? On en a tous. Hein. Je veux dire, c'est pas uniquement Einstein ou je sais pas qui peuvent avoir des idées nouvelles. Moi, avec mon niveau scolaire, j'ai eu des idées. Toi aussi, t'en as plein. Mais tout le monde, on peut en avoir. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces idées? Ouais. Et puis plus on est dans un carcan, moins la créativité, enfin, que ce soit créativité artistique ou pas, plus on est bloqué en fait. Mais bien sûr, parce que on est bloqué parce que c'est pas nous. Tout simplement, c'est pas nous. Et à un moment donné, on le sent. Et au fil des années, je pense qu'on en souffre plus ou moins, mais on le sent quand même. On le sent. On en souffre forcément à un moment donné, comme on dit à Marseille. À un moment donné, ça c'est clair. Et juste un petit aparté, pour en venir à ma mère, enfin, je repense à elle par rapport à ce que tu dis. Elle a une vie qu'elle aurait, enfin, au fond d'elle, je pense qu'elle aurait aimé avoir une autre vie. Bref, en tout cas, je l'ai accompagnée dans ces derniers mois. Et je me souviens, avant qu'elle parte, elle m'a dit, continue à être qui tu es. Tu vois, elle sentait beau, hein. Au début, c'est dur. Elle m'a dit, putain, mais pourquoi tu veux être différent? Alors j'ai dit, je veux pas être différent. C'est comme ça, quoi. Et pendant X années, c'était ça. Mais s'il te plaît, en gros, mais sois dans le mot, ça serait tellement plus facile pour tout le monde. Je dis, mais je peux pas faire autrement. Et puis c'est dans ces derniers jours où justement, elle lâchait prise, qu'elle s'est dit, mais grave, continue, parce que là je me rends compte que ma mère qui me dit ça, hein, j'avais tellement de choses en moi que à un moment donné dans ma vie j'ai voulu expérimenter, et puis finalement je sais pas, la réalité, machin, ça m'a rattrapé, j'ai fait un refus d'obstacle. Hein. Elle m'a dit commets pas c'est pas une erreur, c'est un parcours de vie, mais elle m'a plutôt incité à aller dans cette expérimentation qu'est la vie, quoi. On est de passage. Et puis quand c'est tes derniers jours, tu as un regard encore plus complètement. Et complètement. Et c'est clair, c'est comme je dis souvent, c'est que on meurt qu'une fois. Par contre, tous les jours, je trouve que c'est une nouvelle naissance. À partir du moment où on se réveille, voilà, c'est un nouveau jour qui commence. Mais dans quel état d'esprit on va l'aborder, dans quelle humeur, avec quelle volonté de pas faire du copier-coller avec le jour précédent. Et puis on est responsable de notre bonheur aussi. Enfin, mais complètement. C'est ça. C'est difficile pour le cerveau de se sortir de certains dogmes et compagnie, alors, mais il faut. C'est difficile parce qu'on n'a pas forcément le savoir pour le faire, alors que c'est hyper simple. Parce qu'en fait, on a été programmé depuis qu'on est petit à agir d'une certaine manière. On l'a vu sur les résultats, sur malheureusement le manque d'estime de soi. Donc, on porte le regard des autres haut dans notre cœur malgré nous. Donc, on vit surtout par la peur de mal faire. Donc ça, c'est malgré nous. Je pense que personne n'a envie de vivre par le biais de la peur. On a tous en nous, je dirais, c'est cette atteinte de valeurs fondamentales comme le bonheur, l'épanouissement personnel. Enfin, je connais pas une personne qui m'a dit, mais non, moi dans ma vie j'ai envie d'avoir peur. Donc déjà, le fait qu'on avance dans la vie avec le levier de la peur, c'est à contre-nature. Évidemment, on a tous envie de goûter au bonheur. Déjà, c'est prise de conscience de tout ça. Est-ce que ma vie m'apporte ce bonheur? Et après, mais comment faire? Mais il y a des choses simples, il y a des prises de conscience. Dans le livre, le livre, il est facile à lire. Oui, ça. Mais c'est juste, il va pas révolutionner le monde. Bon, là, je me fais pas de la bonne pub. Mais moi, il m'a révolutionné beaucoup de choses. Quelques nuits blanches. Mais c'est juste des prises de conscience. Et à un moment donné, t'as vu, j'ai pris l'accent parisien. Heureusement, après le Marseillais a pris le dessus. Et voilà, la première des choses pour s'émanciper, c'est déjà d'avoir des prises de conscience. Ouais. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Si on était capable de se programmer à agir par le biais de la peur, mais on peut se programmer à agir de manière différente. Ça ne dépend que de nous. C'est ça qui est génial. C'est pas la fatalité. Heureusement, sinon, ce serait pas de bol pour toi. Tu vas être condamné à pas être heureuse ou heureux dans ta vie. Mais non, c'est génial. Et que voilà, tous les sportifs que j'ai pu encadrer dans le monde de l'entreprise, il y a eu des changements radicaux parce que justement, il y a non seulement cette prise de conscience, et puis après, il y a des choses faciles à faire au quotidien. Ce n'est que de l'entraînement. Par contre, moi, je vais être sincère, il n'y a pas de recette miracle. Il
Il y a pas de coup de baguette magique. Ça, si on attend ça, on est dans la facilité. Bah non, une programmation, ça met plus ou moins de temps. Il faut répéter au quotidien, mais sans se flageller. En plus, là, on se répète plutôt des messages qui sont davantage bienveillants et plutôt propices à se booster. Donc, autant y aller. Ouais. Et du coup, ta femme, tu l'as aidée? Parce que tu dis finalement, moi, c'est un vrai sujet dans ma vie, parce que tu dis, bah voilà, ton mari, ou ta femme, quand t'es face à quelqu'un que t'aimes qui fait un burn-out, c'est un truc où tu te sens quand même vachement impuissant. Toi, t'avais du coup quelques armes, sans moi, pas les armes, mais des outils. Sans moi, elle ne serait rien. Ouais, j'imagine. Non. Ah bah c'est sûr. Je vais. Autre question qu'on m'a jamais posée. Ça serait bien qu'elle réponde à cette question. Je pense que, je l'ai aidée. J'ai pas fait du coaching avec elle. Maintenant, voilà. On a fait des choses ensemble justement pour faire évoluer notre vie. Donc oui, aujourd'hui on a fait des choix de vie. Vous avez déménagé de Marseille à la campagne bretonne. Voilà. Ouais, c'est ça. On met en place des choses qui nous conviennent davantage. Donc j'espère que oui, mais en tout cas voilà, j'ai pas fait des séances. C'est pas mon rôle, quoi. C'est ma compagne. Je suis pas. C'est pas le. Ouais. Non, surtout pas me sentir, je sais pas moi. Ou qu'elle ait l'impression que je sois supérieur à elle. Non. L'accompagnement pour moi c'est main dans la main. C'est pas prof à élève. Il y a pas de. On est sur le même pied d'égalité. Vous avez des enfants? Une fille. Qui a quel âge? Qui a 4 ans. Ne me demande pas sa date de naissance. non, j'allais pas. Mais est-ce que, en fait, justement, je voulais savoir comment elle a vécu le fait que vous déménagiez de Marseille à la campagne bretonne. Bon, parce qu'il y a 4 ans, il y a quand même il peut quand même y avoir un ressenti et des expressions sur le sujet. Pour l'instant, bien, parce qu'elle s'éclate, et puis elle voit sa mère aussi s'éclater davantage. Moi, je m'éclate aussi. On rencontre beaucoup plus de personnes qui nous conviennent davantage justement dans notre évolution. Donc voilà, l'école, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu à Marseille. Voilà. J'ai rien contre Marseille, ni les écoles de Marseille, mais on va pas se mentir. Marseille, il y a, je sais plus, 800 000 ou 1 million d'habitants. Là, on est dans un endroit où il y a, 12 000 habitants. Donc, il y a une convivialité, on va davantage au rythme des saisons de la vie. Donc, moi, ça me va beaucoup. Ça te va bien. Ah bah ouais. Oui. Donc là, t'es toujours au Cercle des Nageurs. Je continue, différemment, mais je continue. Pourquoi différemment? Parce que j'habite plus Marseille, donc je passe 10 jours par mois dans le sud, parce que voilà, j'ai aussi d'autres sportifs que j'encadre. Je mets en place des projets professionnels à Marseille. Puis c'est une ville qui sera toujours à part pour moi. C'est une ville. Il y a quelque chose viscéral. Ah, tu sais ce que c'est. Je sais ce que c'est pour y avoir vécu 8 ans. Il y a un truc. Il y a un truc dans cette ville. Enfin, c'est radical. Quoi. On aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais voilà. Et quand on aime, j'aurais eu du mal à quitter définitivement cette ville. Donc voilà. Après, j'ai fait le choix aussi. Je travaille depuis 3 ans à l'OGC Nice, donc j'ai été le premier préparateur mental à intégrer un club pro, et on avait mis des super choses en place aussi, novatrices. Mais le problème, c'est que ça dure pas dès que c'est nouveau. Enfin bref, donc j'ai plutôt voilà. Enfin, j'ai quitté le monde du foot. Et d'ailleurs, il y a une question dont on n'a pas parlé quand tu es devenu le premier préparateur mental en France. T'as la question de la légitimité. Comment tu l'as vécu, toi? Eh bien, comme ça existait pas trop en fait. Le terme préparateur mental existait, mais j'étais le premier à être salarié. Ouais. J'avais davantage quand même de légitimité parce que je connaissais le monde du sport. C'est plus quand je suis devenu formateur en entreprise. Avec ton costard. Oui, moi formateur. J'ai pas le bac, je connais rien du monde dans l'entreprise et je vais former des gens. Je me dis mais c'est n'importe quoi. Et à l'époque, quand je voyais la grande majorité des formateurs, c'était un peu un modèle standard, j'ai envie de dire. C'était plutôt un mâle, on va dire. 50 ans, un peu bedonnant,
grosse école de commerce, ouais, moi j'ai tout fait, gna 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 gna, et puis qui se retrouve à être formateur. Donc je me dis, waouh, la vache, moi j'avais à peine 30 ans. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et je me souviendrai toute ma vie, ma première intervention, c'était pour la SNCF, en plus. Et costard cravate. Ouais. J'avais en face de moi, je sais plus, 35 cadres d'horizons différents. Je dis, mais voilà, la vache. Et parce que il y avait toujours ce petit garçon-là qui sommeillait en moi, toi, le cancre, hein, qui s'est fait virer tout le monde de tous les bahuts, qu'on disait, tu feras jamais rien de ta vie. Et bien sûr, il était toujours présent. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et j'ai pris sur moi, et puis voilà. Et c'est des moments qui sont quand même formateurs. Alors sur le coup, c'était rock'n'roll, mais voilà, c'est après ça allait, quoi, au fur et à mesure des interventions, ça allait de mieux en mieux. Et puis je me rends compte qu'en fait, plus ça va dans les années qui passent, plus les personnes qui se font former, ont envie d'avoir des personnes en face qui détonnent un peu. Ouais, qui sortent du cadre. Ouais, parce que là, même quand j'interviens souvent avec Frédéric Bousquet, un des plus beaux palmarès français du sport, on intervient souvent en entreprise sous forme de conférences. Et souvent les chefs d'entreprise ou les DRH qui nous invitent à animer ces conférences ne préviennent pas trop, forcément les gens, sauf au dernier moment. Et les gens se disent, ça va, encore un truc redondant sur allez, on y va, quand on n'en peut plus, on en peut encore. Ouais, les valeurs du sport, mais des années 70, quoi. Et donc les gens se disent, bon, allez, c'est qu'un mauvais moment à passer. Et puis à partir du moment où Frédéric Bousquet il s'ouvre, il parle de ses peurs, il parle de ses doutes, que les peurs c'est tout à fait légitime, que voilà, quand on était dans le déni, eh bien ça l'amenait lui aussi au burn-out, qui s'est ouvert, qu'il y a des solutions. Les solutions, on les balance sur scène. Et les gens sont scotchés, alors non pas parce que voilà, on a les paroles de l'évangile, parce que ça touche un grand nombre de personnes, tout simplement, parce qu'on est vrai, on est sensible, et qu'à un moment donné, on est sensible, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc faites vibrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, vivez les émotions, sortez un peu du sérail. C'est un peu ça qui nos propos, c'est ça. Frédéric Bousquet, c'est quelqu'un qui a été quand même recordman du monde, et des recordman du monde en France, il n'y en a pas beaucoup, par le levier de la peur. Donc évidemment, il y a une énergie folle dans la peur. Par contre, c'est un réservoir qui s'épuise fatalement, et quand il est épuisé, il se régénère très mal. Donc burn-out, machin, il a mis 3 ans avant de se reconstruire, et il s'est reconstruit non plus sur la peur, mais plus sur la bienveillance par rapport à lui, la connaissance de lui, l'estime de lui. Parce que comment on peut avoir une estime de soi aussi par ce biais-là? Non, donc il a opéré un radical changement. Et à 33 ans, il est redevenu 3e du monde. Il a jamais été aussi rapide de toute sa vie. Et voilà. Et c'est un plaisir d'entendre, je pense, pour les gens, d'entendre un sportif comme lui, parce qu'on s'identifie à lui. Et on arrête avec les superlatifs que, je sais pas, les Frédéric Bousquet, les Florent Manodou, c'est des Superman. C'est, ah ouais, mais si j'étais comme lui. Mais non. Même si un Florent Manodou, il fait 2 mètres, 100 kilos. Bon, sauf pour les filles, c'est un peu plus, on va pas se mentir, hein. Mais ils ont exactement les mêmes craintes, les mêmes peurs que nous, le même fonctionnement. On est tous pareils. Ouais, qu'on soit chef d'entreprise, collaborateur, champion olympique, ado, on fonctionne tous de la même manière. Donc si on fonctionne tous de la même manière, si la méthode de bien-être fonctionne avec Florent Manodou, bien sûr que ça va marcher avec tout le monde. On en a parlé avec Laura Di Muzio, qui est championne de rugby, qui va être diffusée la semaine prochaine, mais ton épisode sera diffusé après, donc quoi c'est scandaleux. Moi je passe après quelqu'un, jamais. Là c'est la semaine de la femme cette semaine. Qu'une semaine par an. Là, c'est la journée de la femme dimanche, le 8 mars. Ouais. Et donc aujourd'hui, j'ai une députée qui est députée et propriétaire d'une chambre d'hôtes, ce qui est quand même assez insolite. Ouais. Et la semaine prochaine, une championne de rugby, parce qu'on ne peut pas, comme tu le sais, on ne peut pas vivre du sport féminin aujourd'hui en France. D'accord. Et donc, elle a créé une entreprise, et en fait, elle est venue intervenir dans l'entreprise où j'ai travaillé, c'était il y a 2 ans.
Et en fait, tu te dis oui, quand t'es dans une équipe de rugby vs une équipe dans une entreprise, t'as énormément de points communs en fait, Bien sûr. beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer en fait. Bien sûr. Et puis c'est tellement, enfin pour le coup, les images sont tellement plus claires que dans l'entreprise que tu dis bah oui, mais en fait tu vas faire une erreur sur le terrain et c'est pas grave, et en fait c'est pas grave, tu vas soutenir l'autre, tu vas pas lui dire c'est de la merde ce que t'as fait. Et si tu fais ça, de toute façon, bah le match il va être perdu. Donc à un moment, c'est un travail d'équipe, quoi. Complètement, ouais. Et je rebondis parce que tu parles de la femme, et je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les femmes, et j'espère que l'avenir de notre société sera beaucoup plus féminin, parce que on a vu et on voit jusqu'où le monde masculin nous mène. Il nous mène, on va pas se mentir, hein, je veux pas être pessimiste, mais il nous mène quand même droit dans le mur. Et je pense que la société aura vraiment changé quand il y aura la journée de l'homme. Ouais. Parce que si toutes les autres journées c'est la journée de la femme, là on aura vraiment progressé. Parce que encore on va pas se mentir, mais on est encore sous l'ère de celui qui pisse le plus loin, quoi. Enfin, on va pas se mentir. J'entendais ça à la radio hier, où disait que dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, quand des femmes parlent, t'as des hommes qui font ouh, enfin t'es là, mais en fait tu te dis mais c'est les gens qui votent les lois, qui nous représentent, et tu dis c'est comment c'est possible en fait. Enfin c'est archi flippant. Complètement. Ouais. Et alors le seul message que je diffuserai aux femmes, j'espère qu'elles vont être nombreuses à nous écouter, parce que j'en ai encadré et j'en ai rencontré quand même beaucoup depuis que je suis formateur. Elles se sentaient, et je parle au passé parce que je pense que les nouvelles générations, j'espère que ça va être différent, mais quelque part les femmes se sentaient encore plus obligées de prouver. Donc dans la vie, c'était tout le temps prouver qu'on peut être à l'égal de l'homme, et donc elles oublient qu'elles sont femmes pour davantage ressembler à un management d'hommes, en tapant du poing sur la table. Mais je pense que elles peuvent largement y arriver sans prendre notre exemple, parce que c'est pas un bon exemple. Enfin, pas pour tout le monde, mais en grande majorité, c'est pas forcément un bon exemple. Donc les femmes, vous êtes, et je pense sincèrement, l'avenir de cette société, pas l'avenir de l'homme, je m'en fiche, mais l'avenir de notre monde. Et allez-y, quoi. Allez-y, on va avoir besoin de vous. Et je pense que les nouvelles générations vont avoir besoin de vous. Donc je pense qu'il faut juste rééquilibrer un peu la place de la femme aujourd'hui, parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu le flou artistique. Les femmes revendiquent beaucoup de choses, et à juste titre. Du coup, ça déstabilise aussi nous, hommes, entre guillemets, notre rôle, notre place. Et j'espère qu'on arrivera à tous s'entendre sans partir dans des excès, et que vous ayez un rôle prépondérant, et sans que ce soit la compétition à outrance, celui qui encore une fois a les plus gros biceps. T'as été choisi parce que t'es une femme. Non, t'es choisi parce que c'est toi en fait. Voilà, complètement. Parce que t'as quelque chose à apporter en tant que femme, et en tant qu'humain en fait. Voilà. Donc mesdames, allez-y, c'est à vous de jouer. Et j'ai plus envie d'aller dans ce sens-là. Moi maintenant aujourd'hui, d'essayer de m'extraire un peu du monde du sport. Justement, ça m'a fait une bonne transition, parce que je voulais te demander quelle était la suite maintenant. La suite, c'est ce que je disais, c'est que le monde du sport m'attire pas particulièrement, parce que encore une fois, on est plus dans la compétition contre quelqu'un, et j'ai horreur de ça. Pour moi, la compétition, elle doit pas exister. C'est juste le fait de vouloir apprendre des choses sur soi, progresser sur soi, et pas se satisfaire de qui on était il y a 10 ans. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Donc quand on progresse sur soi, fatalement les chronos augmentent, enfin bref, ou diminuent, je sais pas comment on l'entend. Mais bon, voilà, à un moment donné, comme quoi cette expression elle est vraiment ancrée. J'ai passé trop de temps à Marseille. Je pense que courir après des chronos a moins de sens pour moi aujourd'hui. J'ai plus envie de m'orienter vers un large public, justement vers les plus jeunes, et plutôt avoir un discours optimiste sur la suite, parce que si on regarde les médias classiques, moi je m'imagine ado en regardant tout le temps, je sais pas, les BFM, TF1 ou je ne sais quoi, on se dit mais qu'est-ce que je vais bien faire dans ce monde tout pourri. Et je pense que ce monde qu'on livre aux nouvelles générations, cet héritage,
c'est un peu ce que tu vis, c'est un burn-out, c'est pas agréable à vivre, mais c'est peut-être un mal pour un bien, et je pense que l'évolution de ce monde, moi je préfère le voir comme ça. On va peut-être arriver à la fin d'un cycle, et tant mieux, comme ça on va pouvoir recréer un nouveau cycle, et si on est, j'ai envie de dire plus intelligent, mais déjà si on est moins con, on le fera différemment, ce monde-là, et par le biais des femmes. Ouais. Ah, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est plus ce message optimiste, mais sans être utopiste, hein, que j'ai plus envie de. Donc concrètement, diffuser. du coup, comment ça va se passer dans ta vie pro? Ben, j'ai envie de comment dirais-je, de faire des conférences un peu plus auprès d'un large public, avec d'autres personnes qui partagent mes valeurs, mes points de vue. Voilà, j'ai plus envie de faire effet un peu toile d'araignée dans ce monde-là, parce qu'on en parlait avant le podcast. Je pense qu'il y a des personnes formidables, et t'en as interviewé un grand nombre. C'est pour ça que tes podcasts vont cartonner. Merci. Podcast. Ouais, c'est hyper difficile. Ouais. Quand je fais les intros en disant podcast, je la refais pas très souvent. Puis là, c'est pas. Je me suis fait avoir. T'aurais pu me prévenir. Et qu'est-ce que je disais? Toi avec la toile d'araignée. Ouais, voilà. J'ai plus envie d'agir comme quelqu'un qui potentiellement peut réunir plein d'énergie, justement pour préparer à la suite du programme du monde, donc enfin du monde entre guillemets, hein, bien sûr. Donc voilà, j'ai plus envie de rallier les super énergies comme la tienne, comme plein de personnes, et dire que la vie elle est formidable, et qu'on a un rôle à jouer dans cette vie formidable, et qu'on n'est pas obligé d'en pâtir, de la subir, et qu'on peut mettre en place des choses très simples, hein, au quotidien. Ici, encore une fois, hein, comme on a dit tout à l'heure, l'intérêt c'est pas forcément de faire des gros virages à 180 degrés, mais à un moment pour être bien en phase avec soi-même, voilà, c'est juste se dire, mais déjà qu'est-ce que je pourrais mettre en place, pas forcément au quotidien, mais de temps en temps, des choses que je faisais pas avant, qui me tiennent à cœur. Et des rêves enfouis, des trucs, rêves enfouis, mais la première des choses, c'est de s'écouter. Ouais. Et le problème, c'est que, oui, ça reste un problème quand même, c'est qu'on est tellement focalisé sur la projection, plus ou moins longue, l'avenir, qu'on est rarement évidemment dans l'instant présent. On s'écoute pas trop, on court après le temps. Et c'est comme ça qu'à un moment donné aussi on se perd, et que on prend pas le temps de penser à soi. C'est juste faire des pauses, mais des micro-pauses de 3-4 minutes de temps en temps par jour. Ça, c'est accessible à tout le monde. Et de juste penser à soi, quoi. Et se poser certaines questions, même si on trouve pas forcément la réponse. C'est juste être dans cette intention de s'écouter, parce que plus on s'écoute, plus on s'autorise à se reconnaître en tant qu'individu, on se respecte, évidemment. Déjà, rien que ça, c'est le top. Et puis, à force d'intentions bénéfiques comme ça, on trouve, je pense, des bribes de réponses. Et justement, il faut saisir ces bribes de réponses. Et puis après, une fois qu'on a un bout de ficelle, on peut tirer dessus. C'est ça. C'est Daniel Blouin, qui est un auteur conférencier que j'ai interviewé, qui a changé plusieurs fois de vie. Et en fait, un jour, il s'est dit, j'ai envie d'écrire sur mes changements de vie. Finalement, il a un peu théorisé le changement de vie maintenant. Okay. Et il appelle ça le Y. En fait, t'as deux chemins en fait possibles. Et il y a un moment, tu fais un choix, et puis en fait, t'as tout qui se déroule, t'as la bobine, c'est bon, c'est parti en Complètement. fait. Parce que ça va avec ce que t'as envie, tes valeurs, ça a du sens, t'y mets ton cœur. Ouais. Et tu le fais pas pour l'argent au départ. Ouais. Mais l'argent ça découle, et en fait c'est un peu la recette du bonheur, quoi. Complètement. Si on peut dire. Complètement, parce que moi je suis plus partisan de se dire qu'on a chacun d'entre nous une mission de vie. Et notre mission de vie, alors c'est pas encore une fois changer le monde, mais que l'idée c'est de s'écouter pour être en phase avec cette mission de vie. En fait, mission de vie, c'est donner du sens à sa vie. Et voilà. Après, c'est se positionner par rapport à cette mission de vie. Alors, mission de vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on équilibre la partie enfant, partie adulte, on trouve facilement sa mission de vie. Et puis voilà, c'est satisfaire tous les besoins pour répondre à cette mission de vie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait le petit Thomas de 6 ans? Il reste quand même surpris. Et j'ai envie qu'il reste surpris, parce que en fait, c'est pas Thomas Samut qui est différent des autres, c'est qu'on est tous quelque part comme moi. Enfin, je suis une personne lambda dans
dans cet univers, et que si une personne comme moi qui était cataloguée, et je me cataloguais comme quelqu'un de, on me disait t'es pas bon en tout. Non, attends, c'était quoi la formule magique? Non, t'es pas bon à rien, t'es mauvais en tout. C'est valorisant. Ouais. C'est... Mais après, je sais que ça partait d'un bon sentiment, c'était de booster la personne. Bon, entre les intentions et la réalité, c'était autre chose. Et je pense que bon, quoi qu'il se passe, on a plutôt un regard de soi, on se juge comme plutôt quelqu'un de moyen. Et je pense que l'idée, c'est d'arrêter de se voir comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous insoupçonné. J'en suis la preuve vivante, mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. Je suis pas au-dessus du lot, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Et on peut se surprendre. Et la différence, c'est que quand on perçoit la vie comme de la curiosité, donc quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement. T'as eu des peurs, toi, d'ailleurs? Ouais, j'en ai toujours, et heureusement. Ce sont des peurs... Je sais que régulièrement, j'ai des doutes, machin. Et ce sont des peurs, aujourd'hui, je les vois, même si c'est pas forcément agréable de les ressentir, mais je les vois comme un moment où de remise en question, de réflexion, plutôt que de remise en question. On va pas tout remettre en question à chaque fois, mais de réflexion sur un moyen de grandir. En fait, on grandit pas forcément quand tout va bien. Ouais, c'est pas quand on est champion olympique qu'on devient bon. C'est quand on était en bas, quand on était la tête dans la boue, là. Là, on se pose la question. Enfin, on se pose les questions. Est-ce que, à ce moment-là, je me posais les questions? Et surtout, vouloir y répondre. Ou être dans le déni. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que les périodes de doute, mais c'est pas pour moi une période de faiblesse ou de retour en arrière. C'est au contraire, je les vois plus comme une période où je sais que après cette période, je serai... c'est de la surcompensation, on appelle en sport. C'est qu'on va, enfin, en tout cas, moi, j'aurais appris des choses que je connaissais pas avant ces périodes de doute. Donc voilà, et je sais. De grandir. Ouais, bien sûr. Et je sais que toute ma vie, l'enfant qui a été renvoyé de tout le monde, il sera toujours là en moi. Et que ouais, il y a des fois, et je cache pas, quand j'interviens devant 350 personnes en conférence. Je te le dis, j'arrive pas en moonwalk en disant ouh les copains, est-ce que ça va? Ouais. T'arrives avec ta planche de surf. Ouais, non, je suis là et j'ai les fesses qui applaudissent. Et je dis ouais, bon. Mais voilà, 10 secondes avant de monter en scène, je suis pas fier. Mais voilà. Mais si je monte sur scène, je sais que ça me fait avancer, ça fait progresser et j'ai envie de diffuser des messages. Et c'est surtout après le retour des gens, quand justement avec Frédéric Bousquet, on en parlait tout à l'heure, quand on se livre, quand on dévoile, que voilà, on peut être, j'aime pas le mot performance plus que ça, mais qu'on peut avancer en étant soi-même via le levier du bien-être. Mais le retour des gens qui nous disent, des personnes de 50 ans, 60, qui nous disent qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça. Mais bien sûr, alors si on le dit, si ça fait du bien, mais dites-le vous. Ouais. S'il vous plaît, dites-le vous. Allons-y, quoi. Mais ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans tout ton parcours? Ouais. Ce qui me viendrait tout de suite à l'esprit, ce sont mes amis, certains de mes amis, sans qui je serais pas là aujourd'hui à parler avec toi. Ma vie, en fait, elle est simple. Tout a été une question de rencontre, mais pas des rencontres avec forcément des personnes influentes, mais juste avec des amis. Et je pense que si j'avais pas croisé la route de certains proches, qui sont toujours proches actuellement, j'aurais pas, enfin, quand je vois des SDF, je sais que j'aurais pas été forcément loin de ces personnes-là, parce que ça joue à pas grand-chose. C'est pour ça aussi, maintenant, j'ai plus envie aussi d'agir dans le social. J'ai plein d'idées, enfin bref, qui se mettent en place, parce que, enfin bref. Et voilà, après, il y a mes lectures quand j'étais gamin, de philosophes qui m'ont vachement aidé. Je me souviendrai toute ma vie, ma première lecture, c'était Albert Camus, L'étranger. Ça m'a fait du bien, en fait. Hyper du bien de dire, c'est pas un problème d'être différent. Parce qu'on me disait, t'es différent, mais j'ai dit, mais non, je suis normal, quoi. Et quand on disait t'es différent, c'est comme si on avait un problème. Ouais. Donc moi je me dis j'ai un problème.
ce livre m'a fait un bien fou. Voilà, après il y a pas mal de rencontres et plus ça avance dans ma vie, plus je fais des super rencontres parce que plus je suis en phase avec moi-même. Donc c'est génial. Il y a eu tous ces sportifs avec qui on a vécu des choses extraordinaires et même avec tous ceux qu'on connaît moins, mais on a vécu des choses folles. Mais je pourrais citer l'exemple d'une. Mais il y a que des exemples. Et je pense que dans ce livre, tout le monde va se reconnaître parce qu'un exemple qui me vient à l'esprit, c'est voilà une nageuse qui fait 1m65, qui toute sa vie on lui dit mais arrête, le haut niveau c'est pas fait pour toi, tu fais 1m65 et forcément elle y a cru. Non, bah de toute façon je suis moyenne. Et puis aujourd'hui elle est 8e du monde. Il y en a qui sont trop grands, trop gros, trop machin. En France on est forcément trop quelque chose ou pas assez. Ah ben c'est dommage, hein. Putain, à 1 centimètre près. Oh là là. Il faut arrêter pareil avec tout ça. C'est que quelle que soit la taille, le machin, mais on a tellement de ressources en nous pour s'affranchir de tellement de choses, on se rend pas compte. Mais allons prospecter à l'intérieur de soi, allons à la rencontre de notre richesse intérieure. On a un trésor insoupçonné. En plus, on a la clé de ce coffre. Il suffit juste trouver le mode d'emploi. Ouais, et oser. Comme tu dis. Ouais. Et oser la tourner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais non mais qui je suis pour tourner la clé dans ce coffre. Mais qui es-tu pour ne pas le faire? Ouais. Tu as 4 heures. Vous avez 4 heures, c'est ça, la dissertation. Et là, en question de dissertation, qui dit choix dit renoncement. Quels ont été les tiens? Mes renoncements? Ouais. Oh la vache, putain, tu me poses des questions. Après une nuit un peu agitée. Franchement, il y a un moment où j'ai renoncé à prouver que j'étais pas stupide comme je l'imaginais être ou comme je l'imaginais que les autres me perçoivent. Et comme s'il fallait que je prouve aussi que j'avais de la réflexion, que j'avais de la culture. Et j'ai renoncé à ça et j'ai dit ça fait quand même longtemps. Mais c'est un travail quand même du quotidien. Tu vois. Pareil, le poids du regard des autres, il est quand même prépondérant. On se rend pas compte à quel point ça peut être pénalisant, même si c'est galvaudé tout ça. Le poids du regard des autres, oui, tout le monde sait, mais on se rend pas compte à quel point. Cette peur un peu d'être exclu, de pas appartenir à un groupe, de se sentir isolé. Donc voilà, j'ai renoncé au fait de prouver. Maintenant, j'ai envie d'être moi-même et puis ça plaît pas, basta. C'est pas grave. Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? D'avoir permis d'agrandir le sourire chez la grande majorité des personnes que j'ai accompagnées. C'est beau. Je m'éclate à voir ça et du coup, on a réussi, je pense, une épreuve de force, c'est d'arriver à faire en sorte que je pense aux champions, tous les champions qu'on a encadrés, post-carrière, ils s'éclatent tous. Et c'est pour ça que je suis vraiment convaincu aussi des bienfaits de ma méthode, c'est que ça marche sur différents plans sportif, plan personnel, plan professionnel. C'est qu'à partir du moment où on comprend qu'on a tous, et je dis bien tous, alors peut-être des rares exceptions, on a tous cette capacité de rebond. Mais quoi qu'il se passe dans la vie, mais c'est que futilité, j'ai envie de dire. Pour moi, rien n'est grave. Même la mort, pour moi, c'est pas grave parce que c'est la continuité, de la vie. Il faut pas être en déni de tout ça, je pense, et prendre conscience de tout ça. C'est que voilà, il y a la mort, fatalement, ça c'est une des rares choses. On va tous y arriver. Voilà. Maintenant, si on voit que c'est comme ça, la mort fait partie de la vie, et que voilà, on a cette capacité de rebond qu'on peut basculer, mais il y a tellement d'exemples dans la vie. Il faut à un moment aussi regarder la réalité. C'est qu'on peut. Moi, j'ai été entraîneur, conférencier, formateur, préparateur mental ouvrier. Mais on a cette capacité de faire plein de choses dans la vie et pas se spécialiser dans un domaine en se disant mais je suis fait pour ça et si ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et puis on a le droit d'avoir envie de faire autre chose aussi. Bien sûr, complètement. Et là,
c'est pour ça que je continue à voir aussi tous les Florent Manodou, les Camille Lacour, parce qu'ils s'éclatent dans la vie et ils sont dans cette dynamique-là. Encore une fois, d'être curieux de voir ce que la vie va leur apporter et pas dans la peur de manquer ou de perdre des choses ou d'être au chômage ou de perdre un job. Donc voilà, pour moi ça c'est fondamental. Ouais. Quoi. J'ai laissé à Marion, je lui ai dit, écoute, si tu avais une question à poser à Thomas, qu'est-ce que ça serait? Et elle m'a demandé de te poser la question que si tu avais une baguette magique, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais dans ton parcours? Marion, donc Marion, ma belle-sœur, ouais. ma belle-sœur, et qui que tu as entraînée quand elle était jeune. Enfin, elle est toujours jeune. Mais... Elle sera toujours jeune. Ouais, par rapport à moi, elle sera toujours jeune. Ouais, et puis elle sera toujours jeune dans sa tête aussi. Ben, j'espère. Ouais. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais? J'aurais dû lire tes questions avant de venir, les mains dans les poches. Je pense pas grand chose parce que j'ai commis quand même beaucoup d'erreurs. J'étais en échec. Par contre, voilà, c'est grâce à tout ça que j'en suis là aujourd'hui. Donc, si je prends ma baguette magique et si je dis, cet échec-là, si je pouvais le supprimer, peut-être que, voilà, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, j'en ai commis et j'en commets encore des erreurs. Mais bon, bref, encore une fois, c'est tout à fait normal. On apprend en faisant. Ouais. Une baguette magique, qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a pas grand-chose en fait. Non, franchement, j'ai accepté tout mon parcours, voilà, mes erreurs, mes échecs. Donc non, je changerais pas grand-chose. On a ton livre, donc on en a parlé. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais écrire un livre? Parce que déjà, beaucoup de personnes, enfin je me la pète un peu, mais en entreprise me disent mais vous n'avez pas écrit? J'ai dit non, j'ai pas pris le temps de le faire. C'est quelque chose qui au bout d'un moment m'a trotté dans l'esprit. Et puis j'ai laissé faire un peu l'inconscient. Et puis en fait j'ai eu une trame dans ma tête et aussi je voulais laisser une sorte d'héritage, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, à ma fille, pour qu'elle me découvre aussi au travers de cet ouvrage, parce qu'elle va connaître le père, elle va connaître une facette de moi, mais le côté un peu professionnel, je pense que elle sait pas trop ce que je fais, et donc voilà, transmettre aussi comment on appelle, un relais, comme en course de relais en athlétisme, pour qu'elle s'en imprègne, d'autres s'en imprègnent. Enfin bref, voilà, ce livre en fait, c'est pour moi un moyen de pouvoir distiller en fait tous les outils, toute ma méthode à un large public, parce que aujourd'hui, je peux pas satisfaire toutes les demandes. Je suis quand même pas mal sollicité et puis je peux pas répondre à toutes les attentes. C'est quelque chose qui me navre. Donc voilà, je voulais aussi diffuser toutes ces valeurs au travers d'un livre. Ça me tenait à cœur de plus en plus. Donc voilà, j'ai pris le temps. On trouve le temps à ce moment-là de le faire. Et puis voilà, surtout le véhiculer le message que on peut être conditionné à être une personne moyenne et ça n'empêche absolument pas d'avoir une vie qui dépasse toutes les attentes. Voilà, c'est surtout le message que je voulais diffuser là-dedans. Ouais. J'en suis la preuve vivante. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu aimerais du coup donner? Ah ouais, franchement, j'aurais aimé en fait qu'on me dise c'est pas grave. J'aurais aimé à un moment qu'on me dise continue à être toi-même. J'aurais aimé qu'on m'incite à aller dans ma curiosité en fait de me découvrir. Et que je sois chapeauté par des adultes, parce que voilà, il y a eu aucun adulte qui a eu ce rôle-là, et je trouve ça dommage parce que j'ai eu une sorte un mauvais regard du monde adulte, alors qu'il y a des adultes formidables. Et on en est l'exemple. Voilà, ouais. et peut-être qu'on se rend pas compte. Moi maintenant adulte, père, j'essaie de faire attention à ça justement pour pas
réitérer des choses qui m'ont un peu marqué dans mon parcours. Donc voilà, mais revenir à la simplicité. Je trouve que la vie, elle est simple. On vit, on meurt. Ouais, je veux dire, il y a rien de plus simple que ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On a tendance en France à tout complexifier, alors que c'est simple, quoi. Je veux dire, on est là, on doit le plus possible respirer le bonheur, transmettre le bonheur à son entourage. Ça, c'est la base. Et on oublie la base. Et on se prend la tête sur des problèmes qui n'ont quasiment très peu d'incidence en fait sur notre quotient de bonheur. Et je trouve ça dommage, quoi, qu'on passe plus de temps à se triturer l'esprit sur des choses secondaires que sur les choses essentielles de la vie. Les choses essentielles de la vie, c'est le bonheur. Enfin, on va pas se mentir, quoi. Ouais, et puis c'est important de se dire, on parle souvent, alors soit de bulles, Daniel Blanc, il parle de bulles. Il y a d'autres personnes qui parlent de cailloux. C'est en gros, tu remplis un bocal avec des cailloux, tu choisis les plus gros, les plus petits. Après, il y a du sable. Et qu'est-ce qui est essentiel et quels sont les gros cailloux et le sable, c'est pas grave, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. De réfléchir à. C'est ça. Ouais. Mais l'exercice n'est pas si facile que ça. Parce qu'on nous a pas appris à le faire. Ouais. Sinon, l'exercice en tant que tel, il est hyper simple. Ouais. Beaucoup plus simple que quand on était en primaire. Ouais. Alors, une baignoire doit se remplir. Putain, le truc. Ouais, c'est clair. Je sais pas si tu te souviens de ça, ou les périmètres. Alors, on va mettre une barrière. Oh, l'horreur. Ouais. Enfin, l'horreur pour moi, l'angoisse. Moi, c'est pareil. Ouais. Comme mon fils, il m'a ramené tes cheveux, vois avec ton père, vois avec ton oncle. Ouais. Je ferais pareil. Ouais. Et, avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Tout de suite, Marion, ma compagne, parce qu'elle est à mes côtés et parce que... Et donc pas Marion, ma belle-sœur. Aussi. Ouais, si, non, mais bien faut sûr. pas qu'on fasse de mélange. Si. Oui. Marion. Ouais. Voilà, ma compagne, parce qu'elle m'a choisi. C'était quand même osé pour elle. Et qu'on évolue ensemble, voilà, et on s'éclate. Pourquoi oser pour elle? Parce que elle a jeté son évolu, elle m'a choisi. Il y a quand même pas mal d'années où il se passait pas forcément grand chose dans ma vie. Alors je me construisais, mais globalement, voilà. Il n'y avait pas des signes avant-coureurs que voilà, j'allais faire, je sais pas, des conférences devant devant 350 personnes. Enfin bref, donc voilà, je sais pas, elle a senti un truc. Bref, donc je la remercie. Après, vraiment juste après, mes amis, mes proches, sans qui je serais pas là aujourd'hui. Tous les sportifs vraiment qui m'ont fait confiance parce qu'on a mis en place des trucs complètement insensés et on a tellement traversé de situations, d'épreuves, on se rend pas compte, hein, c'est dans l'accompagnement, c'est des choses hallucinantes, quoi, hallucinantes et mine de rien, c'est bien, moi je suis dans l'ombre, je suis bien mais on se rend pas compte de tout ce que peuvent vivre les sportifs de niveau, parce qu'on les voit uniquement à la télé quand ils gagnent, quand ils perdent, mais on se rend pas compte de tout ce qui se passe, les à côté, tout ce qui leur construction. On a l'impression que c'est relativement facile. Et je parle pas du sport, hein, je parle de tout, de se construire par rapport à la compétition et tout. Donc voilà, je les remercie infiniment de m'avoir fait confiance. On a même certains entraîneurs ouverts d'esprit qui ont s'est dit c'est vrai, on peut faire différemment, donc je les remercierai jamais assez. Voilà, globalement toutes ces personnes. Super. Et puis à un moment mes parents aussi qui fatalement m'ont dit ça on peut plus rien faire pour toi, vas-y, hein, fonce, hein, maintenant. Donc voilà, et ça c'était mon frère aussi. Enfin bref, voilà, c'est un microcosme qui est l'essence même de la vie. Donc et on oublie des fois. Ouais. On oublie, donc ça à rendre l'appareil, c'est donner de l'amour. C'est quelque chose de C'était la journée du compliment la semaine dernière. Ah ouais. Pareil, c'est qu'une semaine. Enfin non, c'était une journée. Ah, une journée. Et le lendemain, c'est bon, on peut s'insulter. Ok, cool. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait un petit post sur Insta pour en gros décrire c'est quoi un compliment. C'est un vrai sujet. Enfin, c'est pourquoi on a du mal à l'accepter ou pourquoi on a du mal à le formuler. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, attends, tu rigoles.
Je pense que vous serez d'accord avec moi, Thomas a une très belle sagesse et un recul précieux sur la vie. Je vous dis rendez-vous sur pourquoipasmoi.co pour retrouver tous les liens pour suivre Thomas tels que son profil sur les réseaux sociaux, son livre ou encore son site. En attendant, je vous dis à jeudi prochain.